pédestres, coach Caro, coach Chris. Donc, on est ici ce matin pour vous présenter les 10 essentiels pour partir en sortie plein air ou un petit peu plus précisément en sortie randonnée pédestre. Par essentiel, on parle plus de grandes catégories, c'est des grands principes. C'est pas une liste de tu dois absolument apporter cet équipement-là à chaque sortie. Il faut se servir de notre jugement aussi. On adapte selon les conditions qu'on va rencontrer. Ça peut être les conditions de terrain, ça peut être la météo potentielle, ce qui annonce. Et on sort de notre jugement parce qu'aujourd'hui, on est autour de la rivière Saint-Charles. Si je veux faire une randonnée autour de la rivière, je n'amènerai pas le même équipement quand je suis en ville que si je suis en milieu éloigné où les secours peuvent prendre des heures à arriver. Donc, on va vous présenter ces grandes catégories-là et ensuite de ça, vous allez être équipé pour pouvoir l'adapter puis à partir dans n'importe quel milieu puis avoir une randonnée où vous allez avoir du plaisir, vous allez être équipé pour être sécuritaire. OK, un résumé des 10 essentiels, les 10 grandes catégories. La première, c'est la catégorie navigation, orientation. C'est ce qui me permet de savoir où je suis et ce qui me permet de savoir où je vais. Ensuite, on a une catégorie qu'on dit éclairage. Essentiellement, c'est s'il fait noir, je suis capable de voir ce que je fais, de voir où je vais. On a toujours une protection contre le soleil. C'est assez simple, c'est assez parlant. Ensuite de ça, on a la catégorie premiers soins. On a également une petite catégorie kit de réparation. On a une catégorie toute simple qui dit feu. Avoir quelque chose pour être en mesure de se faire un feu. On a ensuite protection d'urgence. En anglais, ils vont dire shelter. Ça va de la couverte jusqu'à la tente. On a ensuite la catégorie nourriture, qui s'explique bien juste par le mot. C'est de la nourriture, des calories ou quelque chose qui me permet de continuer. J'ai la catégorie hydratation, c'est tout ce qui touche l'eau, être capable d'avoir une eau de qualité. Et finalement, on a la catégorie vêtements. OK, avant de vous présenter les grandes catégories, on caricature un peu ici. On veut vous présenter les deux extrêmes, les deux comportements qui, même s'ils sont complètement opposés, peuvent amener du danger et nous priver de beaucoup de plaisir d'une randonnée. On a d'un côté la personne qui va être très stressée, qui va over-préparer. Elle part avec des pics, des piolets, une corde d'escalade pour aller au Mont-Wright près de Québec. C'est trop d'équipement, on n'a pas besoin de tout ça. De l'autre côté, on a une personne qui va s'équiper sous la rubrique « ça va être correct ». Ça, c'est la personne qui s'équipe dernière minute. Juste avant de partir, elle ramasse quelques affaires qu'elle pense qui vont être correctes. Fait qu'elle se dit que s'il se met à faire froid, c'est pas grave, je vais rentrer mes mains dans mes manches. S'il se met à pleuvoir, c'est pas grave, je vais rentrer mon nez dans mon chandail. Pas d'eau, rien, pas d'équipement technique, on part avec des sandales parce que ça va être correct. Les deux peuvent donner un danger en randonnée ou nous priver carrément de plaisir parce que une personne peut traîner beaucoup trop d'équipement et avoir un sac beaucoup trop lourd pour l'événement et l'autre personne peut carrément être mal équipée. Puis dès que se présente le moindre petit danger, la moindre petite intempérie qui aurait pu se régler comme ça avec un bon équipement, bien, ça fait que la sortie, on doit l'arrêter ou on doit carrément sortir de la piste parce que cette personne-là est gelée ou l'autre personne n'a plus d'énergie parce qu'elle n'est pas capable de transporter tout ce matériel. Donc, les outils qu'on va retrouver dans cette catégorie, c'est bien entendu les outils classiques comme la boussole. On va avoir aussi la carte papier, définitivement, qui va nous permettre de nous orienter. Et puis, on va avoir des outils qui sont un peu plus modernes, comme le GPS ou éventuellement le téléphone cellulaire, qui pourrait être une option avec certaines applications d'orientation à l'intérieur. Dis-moi, Caro, pourquoi la carte est un incontournable en 2020? Bien entendu, la carte, elle n'a pas besoin de batterie. Donc, c'est tout le temps un must. Tu veux toujours avoir une version papier du trajet que tu t'en vas faire, du sentier que tu t'en vas faire, parce que justement, tu peux la sortir tout le temps dans n'importe quelle condition. Et dis-moi, Caro, est-ce que la catégorie navigation-orientation, c'est juste une question d'équipement? Non, c'est sûr que pour s'orienter puis naviguer sur un terrain, ça va te prendre des habiletés particulières, ça va te prendre des connaissances particulières. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu connais puis que tu as ces habiletés-là avant d'utiliser ou d'aller dans un sentier qui va te demander un peu plus d'habileté.
ou de connaissances. Donc, la lecture de cartes, ben, c'est quelque chose qui est hyper important. Si tu utilises la boussole, ben, il faut que tu saches comment l'utiliser avant d'arriver sur le terrain. Et c'est la même chose pour ton GPS, puis c'est la même chose pour ton téléphone. Fait que, tu sais, les applications que tu vas utiliser sur ton téléphone ou le GPS, ben, il faut bien entendu les avoir utilisés avant, être confortable avec ceux-ci pour pas être pris en plein milieu d'une intempérie puis être obligé comme de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc, vous allez retrouver sur le marché deux types d'éclairage. Donc, vous connaissez définitivement la lampe torche, donc la fameuse flashlight, qu'on tient dans les mains. Mais vous allez pouvoir aussi trouver sur le marché cette espèce de lampe frontale, donc qui devient quand même très avantageuse puisque une fois éventuellement sur notre tête, ben, ça libère nos mains. Donc, c'est facile pour cuisiner, c'est facile de vaquer à d'autres choses pendant qu'on se fait éclairer, là. Donc, si vous aviez à marcher à la noirceur, ben, vous pourriez placer votre lampe torche sur la tête et tout simplement avoir quand même les mains libres pour vous protéger si vous tombiez. Il faut comprendre que si on part avec une lampe comme ça, ben, il faut s'assurer qu'elle soit rechargée ou éventuellement il faut s'assurer que les batteries soient pleines ou éventuellement de s'apporter un petit kit de batterie de rechange, bien entendu, pour ne pas se faire prendre. Celle-là est assez simple. Elle sert à se protéger du soleil. Mais ça ne se réduit pas à seulement la crème solaire. On a, oui, la crème solaire classique. Il y a aussi des trucs qui se vendent, c'est des baumes pour les lèvres. C'est pas à négliger parce que parfois, quand on marche en montagne, on a un gain en altitude et on tombe souvent en terrain qui est complètement découvert. Puis le soleil peut frapper très fort. Fait que ça peut vraiment être intéressant d'avoir la partie baume sur les lèvres. C'est pas nécessairement juste de la crème aussi, ça peut être des protections physiques comme une casquette, un chapeau. On peut y aller aussi avec des vêtements. Moi, personnellement, j'aime bien quand je vois que le soleil est très fort, je vais préférer me mettre des vêtements longs pour m'en protéger que de mettre systématiquement de la crème solaire. Et on est évidemment, vous le voyez avec moi, les lunettes. Très important aussi, surtout si vous faites de la randonnée en hiver. Vous allez avoir le reflet de la neige. Et on a l'équivalent de 2 soleils, ça peut devenir aveuglant et extrêmement épuisant à la longue et même dommageable pour vos yeux. Fait que la protection solaire, que ce soit en termes de vêtements, de crème, c'est très simple, c'est ça, pour se protéger du soleil. La trousse de premiers soins doit être visible, c'est souvent pour ça qu'ils ont des couleurs orangées et rouges. On doit savoir elle est où. Si vous êtes un groupe, on doit savoir c'est qui l'a. Elle doit être adaptée à votre sortie et elle doit elle-même être très bien protégée. S'il y a des intempéries, souvent de la pluie, les éléments à l'intérieur doivent être protégés de l'eau. Et au final, on pourrait aussi mettre la trousse de premiers soins dans un sac de plastique pour la protéger elle aussi de l'eau. L'erreur commune qu'on voit avec une trousse de premiers soins, Caro, c'est les gens ne l'ouvrent jamais avant d'en avoir besoin. Vous pouvez vous en monter une vous-même, vous pouvez en acheter une déjà faite, mais assurez-vous de l'ouvrir et de voir chaque élément. Ils sont placés où et ils servent à quoi. Alors, si vous en avez besoin puis il y a une urgence, vous n'avez pas à chercher et vous demander le contenu de votre trousse. Vous le savez déjà, elle est accessible et en tout temps, elle est protégée. Alors, si vous en avez besoin, ça va se faire facilement et ça va vous éviter le stress de vous demander où est l'équipement à l'intérieur. Essentiellement, on ne veut pas partir avec une boîte à outils pour aller en randonnée d'une journée. OK? Donc, on va juste s'attarder sur quelques éléments qui vont être vraiment primordiaux pour nous sauver du pétrin si éventuellement il y avait quelque chose. Alors, le premier élément que j'aimerais avoir dans mon kit de réparation, c'est mon canif. Avec la lame, ben, c'est sûr que je suis capable de réparer mon zipper, je suis capable de tailler mes lacets, je suis aussi capable de réparer ou de couper un morceau de tissu.
d'accord? Vous pourriez utiliser aussi un multitool. Le multitool, c'est ces espèces de petits couteaux suisses qu'on retrouve avec différents appareils comme la lame, quelques embouts de tournevis, des fois on retrouve des petits ciseaux, etc. Le deuxième élément que j'aimerais vraiment avoir dans ma trousse de réparation, c'est du duct tape. Le duct tape, tu es capable de faire tout avec ça, tu es capable de coller tout avec ça. Si tu déchires ton manteau, tu vas être capable de le réparer. S'il y a des trous dans tes souliers, tu vas être capable de le réparer aussi. Tu peux éventuellement maintenir des plasteurs en place aussi avec du duct tape. Donc, le duct tape, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en prendre une petite quantité et je vais le coller autour de ma nalgène. Ou éventuellement, vous pourriez aussi utiliser votre bâton de marche, mettre un petit peu de duct tape autour de votre bâton de marche, ou sur votre briquet, vous pourriez avoir un petit peu de duct tape aussi pour l'apporter avec vous. Le troisième élément que je vais retrouver dans ma trousse de réparation, c'est bien entendu la cordelette. La cordelette, dans le fond, ça va me permettre de remplacer des tendeurs de tente et peut-être un lacet. Si je décide par exemple de partir un petit peu plus longtemps en randonnée, je vais upgrader mon kit de réparation. Je pourrais tout simplement aller chercher des arceaux de tente. Donc si mes arceaux de tente cassaient ou pliaient, bien, éventuellement j'aurais un bout de rechange pour protéger et maintenir ma tente en place. Je pourrais avoir aussi des tie wraps. Vraiment, c'est vraiment bien si une pièce de ton sac brisait, bien, je pourrais éventuellement utiliser un tie wrap pour le remplacer. Mais c'est quand même le fun aussi d'apporter une attache de rechange qui correspond bien entendu aux attaches de ton sac, la boucle de taille ou les sangles d'épaule. Donc, c'est des petits éléments que vous pourriez éventuellement rajouter dans votre kit de réparation. Donc, la catégorie feu, on va avoir plusieurs petits éléments dans cette catégorie-là qui va nous permettre définitivement de partir notre brûleur pour réchauffer notre nourriture. On va pouvoir partir des feux aussi pour alerter ou dire aux gens qu'on est présent à tel endroit. On va pouvoir utiliser le feu aussi pour nous réchauffer. Et puis, on va avoir la possibilité aussi de purifier notre eau justement en la faisant bouillir. Les éléments qu'on va avoir besoin pour cette catégorie, c'est le lighter. Caro, il y a quelque chose sur ton lighter. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est un élastique. Donc, je mets un élastique autour de mon lighter pour toujours avoir mon équipement près de moi. Et puis, ben, ça le permet de moins glisser. Donc, si je le mets dans ma poche, ben, ça crée une résistance. Donc, je le perds moins souvent. Ensuite, on a les allumettes. Donc, je peux bien sûr utiliser des allumettes qui sont résistantes à l'eau, mais je pourrais aussi prendre des allumettes puis les mettre dans des petits contenants de pilules. Donc, avec le petit contenant, va pouvoir les protéger. Ensuite, on a les allume-feu. Donc, dans des conditions qui sont extrêmement humides, ben, ça va me permettre de partir mon feu vraiment plus rapidement. En fait, c'est une catégorie qui est très simple. Souvent, on pourrait la résumer à une toile. Les toiles bleues de ce monde. Devant vous ici, si la caméra vous le montre, vous allez voir, c'est une toile qui est orange et de l'autre côté, elle est en matériel réfléchissant. Ça permet de s'abriter de la pluie, de s'abriter du vent en cas d'urgence. Il y a des modèles aussi que les gens connaissent bien. Ici, c'est encore dans l'emballage. C'est la petite couverture d'urgence. C'est un peu comme un sleeping en toile très mince, aluminiumisée, en aluminium, qui permet de réfléchir la chaleur et, comme j'ai dit plus tôt, de se protéger des intempéries ou de simplement se réchauffer. On pourrait considérer aussi, dans cette catégorie-là, on pourrait aller jusqu'à la tente. Parfois, si on part en randonnée plus longue, même si c'est une seule journée, mais qu'on est en milieu plus éloigné, il est possible qu'on traîne une tente juste au cas où il y a quelque chose de difficile. On va pouvoir s'abriter et être vraiment protégé à l'intérieur de la tente. Tout ce qui est toile jusqu'à la tente, on rentre dans la catégorie des protections d'urgence. OK, pour la nourriture, ça peut englober autant les repas que vous allez manger à chaque jour durant une longue randonnée.
Si on est en longue randonnée, en général, on va avoir tendance à amener une journée en extra au cas où il y a quelque chose qui nous ralentisse et qui nous oblige à faire une journée de plus. On va avoir suffisamment de nourriture. Mais aussi, c'est de penser à l'espèce de collation, l'espèce de calories d'urgence. Ici, on a des exemples. Les barres tendres de ce monde, les barres de noix, ça pourrait être des noix aussi. On a ici un autre exemple qui sont une espèce de sachet avec des fruits dedans. Fait qu'en gros, si je fais une journée, ça me permet d'avoir une espèce de, on va dire en anglais, un petit boost d'énergie pour être capable de finir ma journée et d'avoir du plaisir. Ici, on parle de longue randonnée, comme on a dit au début, c'est de s'assurer d'avoir peut-être un repas ou une journée en backup en cas de pépin. Dans l'hydratation, ça peut être autant l'équipement qu'on utilise pour boire de l'eau, la classique Nalgene. Moi, je vous conseille vraiment une Nalgene parce qu'elle est résistante. Évitez évidemment une bouteille en verre. Ça pourrait se briser, ça laisse des déchets en arrière. Puis, si tu n'as plus de bouteille, ça devient difficile de boire. Les bouteilles d'eau de plastique aussi, type toutes les bouteilles d'eau qui existent dans le monde, c'est pas conseillé non plus parce que c'est pas très résistant puis ça fait un gros gaspillage de plastique pour rien. Ça, c'est réutilisable quasiment à vie. Et la Nalgene, ce qui est plaisant, c'est qu'elle est aussi graduée. Fait qu'au-delà de l'hydratation, vous allez pouvoir vous en servir lorsque viendra le temps de faire à manger. Au-delà du contenant qu'on se sert pour boire, on a tous les systèmes aussi qui nous permettent de boire l'eau qu'on va rencontrer sur les sentiers. Si on est en randonnée plus longue, on va utiliser des filtres qui vont nous permettre d'avoir un plus grand volume et une qualité d'eau. Mais si on part une journée ou en longue randonnée, on a toujours aussi le backup. C'est pour ça qu'on appelle ça les 10 essentiels, les petites aquatables. S'il y a une urgence, ça me permet d'avoir une eau de qualité qui va m'éviter d'être malade. Bon, les vêtements, c'est quand même plus complexe comme catégorie. C'est sûr qu'on va approfondir un peu plus le multicouche dans une autre capsule. Par contre, si je veux partir en randonnée journalière, okay, c'est sûr qu'on va vouloir s'habiller en fonction de la température et de la longueur de la randonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, si on a à parcourir une certaine altitude ou à gravir une certaine altitude, on va s'apercevoir que les températures vont changer quand j'arrive sur le top de la montagne, par exemple. Donc, c'est toujours de prévoir cette espèce de baisse de température-là. Et puis, je vais toujours partir, puis je vais toujours mettre dans mon sac des espèces de couches qui vont me permettre de garder ma chaleur ou qui vont m'abriter, dans le fond, des intempéries. Fait que, comme je disais, s'il fait un petit peu plus froid en altitude, bien, je vais toujours emmener quand même mon boff, des gants, une tuque. Je vais apporter un petit manteau coupe-vent qui va me permettre de me protéger du vent ou peut-être de la pluie légère. Mais c'est sûr que si je partais pour une plus longue randonnée, ben là, j'irais vraiment avec des matériaux puis des couches de vêtements complètement différents. Mais j'aurais quand même toujours l'espèce de principe où est-ce que je veux m'abriter des intempéries avec une coquille externe, avec une tuque, des gants encore, me protéger du vent, toujours pour faire mes randonnées. Donc, oui, quatre petits outils super importants. Donc, la première chose, c'est quand on part en rando, il faut toujours dire à quelqu'un, premièrement, où on part, avec qui on part, puis on est supposé d'arriver, puis de revenir vers quelle heure. Donc, si tu arrives un pépin sur le sentier, ben au moins tu as quelqu'un qui sait où vous êtes, mais vous pourriez aussi définitivement avoir les communications qui vous permettent peut-être d'appeler cette personne d'urgence-là si vous arrivez à une blessure, par exemple. Donc, ton téléphone, des batteries, tu t'assures que ton téléphone est plein de batteries, justement. Et puis, vous aurez besoin aussi d'un sifflet. Okay? Donc, si vous êtes mal pris, c'est vraiment définitivement un obligatoire. C'est une bonne façon d'attirer l'attention. Ça coûte rien. En général, regardez sur votre sac. Des fois, il y a vraiment des sifflets d'intégrer sur la sangle de poitrine. Donc, c'est un petit sifflet. Fait qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'en rajouter un.
mais essentiel aussi, obligatoire à avoir. Donc, si vous êtes mal pris, vous pouvez tout simplement faire 3 coups de sifflet et en général, c'est un appel à l'aide. Ensuite, un autre obligatoire, vous allez bien comprendre que moi j'appelle ça mon shit bag. Donc, j'ai mon papier de toilette, j'ai du Purell ou bon, tout désinfectant pour les mains pour avant, après, puis en période de COVID, ben c'est tout indiqué. Et vous avez dans le fond, en même temps, ben moi je mets ça dans un Ziploc. Pourquoi? Ben parce que ça me permet de ramasser tous mes déchets après mon lunch. Puis éventuellement, ben le papier de toilette aussi, je le mets dans mon Ziploc pour le ramener et le jeter dans une poubelle à la fin de ma randonnée.